pour 30 à 40 minutes de présentation et après nous passerons aux questions. Merci Bernadette. Bonjour à tous. Écoutez, aujourd'hui nous sommes dans le cadre d'un jeudi TI consacré à l'économie du tournesol et plus précisément, comme c'est indiqué, l'évaluation de l'économie du tournesol. Comment quantifier les intérêts d'un allié de choix pour les rotations et les assolements. Et c'est vrai que l'aspect rotation est particulièrement à mettre en avant, et d'où la photo prise en Lorraine sur la page, la première diapositive, où on voit du tournesol, du colza qui se jouxte, et puis au loin des chaumes de céréales. Alors, si ça veut bien avancer. Ah, c'est bon. Alors, le programme de cette présentation de ce jeudi, tout d'abord, qu'est-ce que la rentabilité économique d'une culture? On viendra à quelques définitions. Comment est-ce qu'on l'évalue dans un deuxième temps? Puis, j'aborderai le tournesol qui s'insère dans une filière avec une chaîne de valeur associée. On y reviendra. Comment se positionne le tournesol en termes de rentabilité? Et enfin, nous aborderons comment on perçoit les intérêts de cette culture dans différents contextes de production au niveau France métropolitaine. Alors, comment évaluer la rentabilité économique d'une culture? Il y a 3 échelles complémentaires pour évaluer la rentabilité économique. La première, c'est l'échelle annuelle, celle qu'on pratique le plus couramment. Et donc, c'est à l'échelle de la culture ou de l'assolement d'une exploitation, par exemple. Le premier indicateur, c'est la marge brute, on y reviendra, et la marge nette, sachant qu'on peut raisonner en moyenne, la valeur moyenne, la médiane, la valeur qui partage l'effectif en deux, ou aussi en écart type pour évaluer la notion de robustesse, de régularité de cette moyenne ou de cette valeur de marge dans le temps. Ça, c'est une notion très importante. Aussi, un autre facteur économique à l'échelle annuelle, c'est le niveau de mobilisation de la trésorerie que l'on perçoit au travers des charges opérationnelles, le besoin en fonds de roulement en quelque sorte, et puis le délai de retour sur investissement, la durée de mobilisation de la trésorerie, c'est un facteur important. On sait qu'en particulier dans des contextes économiques très tendus comme on connaît actuellement, un délai de retour court, une mobilisation plus courte des charges opérationnelles est un élément positif pour la gestion économique d'une exploitation, et en particulier de la trésorerie. Alors, à l'échelle pluriannuelle, c'est une échelle que les agriculteurs commencent à intégrer, mais qui, c'est vrai que si on prend un peu de recul sur les 30-40 dernières années, elle était un petit peu occultée par l'échelle annuelle, mais c'est quelque chose qui doit, je veux dire, prendre de l'importance, d'autant qu'on est dans un contexte où les leviers à l'échelle annuelle ne sont pas toujours disponibles. Donc, c'est la marge à l'échelle de la rotation. Donc, on calcule cette marge, mais à l'échelle de la succession de cultures, donc en euros, en hectares et par an. Et puis, on a des méthodes aussi nouvelles pour affecter les intérêts d'une espèce. On n'approfondira pas cela aujourd'hui, mais on peut affecter à une nouvelle culture introduite dans la rotation, type une légumineuse ou autre, les effets économiques induits, à la fois les effets précédents, donc de la nouvelle culture sur la culture suivante et à l'échelle de la rotation, liés à l'introduction de cette culture. Donc ça, c'est une approche un peu plus fine qui demande du recul et qui se base sur des résultats aussi expérimentaux. Et puis, le troisième élément, c'est la compétitivité sur les marchés. Et là, c'est un facteur, on n'est plus comme pour la marge en euros par hectare, mais en euros par tonne produite. On parle aussi parfois de prix d'intérêt qui va, par exemple, aider un agriculteur qui commercialise ses graines à décider de la vente de sa production et comparé à un prix de vente, un prix qui lui est proposé sur les marchés. Alors, la rentabilité, pour autant, ne se réduit pas à la seule dimension économique. Il y a aussi des aspects liés au travail, par exemple l'insertion dans le calendrier de travail, la date des travaux par rapport aux autres cultures, aux ateliers à la ferme, c'est des aspects qui prennent
particulièrement d'importance dans des aspects des structures de main-d'œuvre tendues ou des exploitations de grande taille, le temps de travail et le nombre d'interventions. Donc, à ce titre-là, culture d'été par rapport à culture d'hiver, on a une complémentarité, ou culture de printemps, donc le tournesol étant une culture d'été, bien sûr. La facilité de conduite culturelle, ça c'est un aspect très important, et la qualité de précédent. La maîtrise, donc dans la facilité, il y a la maîtrise technique requise par l'agriculteur et le conseiller ou aussi perçue. Et puis, est-ce qu'il y a besoin ou pas d'investissement matériel spécifique? Pour le tournesol, ça varie bien sûr des contextes, des exploitations, mais on n'a pas d'investissement majeur. On peut retenir le semoir monograine, quand même, qui est un élément clé de réussite de la culture dans de nombreuses situations, et l'investissement dans l'équipement sur la coupe pour pouvoir récolter dans de bonnes conditions. Alors, ce qu'on appelle aussi en économie, c'est les coûts de transaction. Tout simplement, un peu, c'est les coûts liés à une nouvelle culture. Est-ce que j'ai des marchés ou des contrats de production facilement accessibles, tant par rapport à l'OS que l'agriculteur? Donc ça, c'est un aspect. On est sur le tournesol, on va y revenir, sur une culture importante. C'est un oléagineux mondial majeur, donc avec des marchés tout à fait existants, et on est dépendant en termes de bilan graines au niveau français, on est importateur net de tournesol. Et puis, connaissance et maîtrise technique de la culture, accessibilité au conseil, investissement dans l'espèce et innovation. Je ne détaillerai pas, il y a d'autres sessions qui le parlent, mais qui dit espèce oléagineux, quatrième oléagineux mondial, dit aussi une espèce où il y a de l'innovation. Alors, je pourrais rajouter aussi l'aspect réputation d'une espèce. Et à ce sujet, il y a sans doute beaucoup à faire sur le tournesol. Et puis, atouts et freins qui peuvent être réels, mais aussi des atouts et freins qui peuvent être hérités du passé. Alors, je ne pense pas au tournesol là, mais je pense par exemple au colza. Il y a une quinzaine d'années, j'avais participé, animé une action de développement. Et dans le sud de la France, le colza était perçu comme une espèce qui est graine à la récolte. Or, ça, c'était des aspects qui étaient vrais 20 ans auparavant, mais la génétique qui a évolué n'était plus du tout vraie. Ou aujourd'hui, encore, on a beaucoup de producteurs qui disent le poids protéagineux verse. Et ça, c'est l'héritage. C'est peut-être eux en début de carrière ou le père qui a vu sa parcelle avec de l'égrenage, et c'est des freins qui sont hérités, il n'y a pas de réactualisation. Alors, concernant les indicateurs agroéconomiques à l'échelle de la parcelle, ils sont les suivants. Le premier, le plus basique, qui a quand même été l'élément moteur de l'agriculture française, européenne et mondiale ces 60 dernières années, c'est le rendement. Il y a encore des agriculteurs qui en restent là. Le prix de vente, la marge de plus en plus, mais on a encore de gros progrès à faire, marge brute et marge nette. Vous avez sur la partie droite le détail comment se décompose. La marge brute, c'est tout simplement le produit brut, c'est-à-dire le rendement fois le prix auquel on soustrait les postes semences, engrais, phyto, intra-irrigation et autres intrants. Pour arriver à la marge directe où on soustrait la mécanisation, la main-d'œuvre salariée et les charges sociales, MSA en l'occurrence. Et puis, pour arriver à la marge nette, on soustrait les autres charges fixes et les aspects fermage, sachant que cette marge nette, elle permet de rémunérer la main-d'œuvre familiale et les capitaux propres. Les capitaux propres, c'est quoi? C'est tout simplement, on considère que l'investissement dans l'acte productif, l'acte agricole, on aurait pu le placer sur un livret avec tant de pourcents d'intérêt. Donc actuellement, c'est vrai que les capitaux propres sont, vous savez, les taux d'intérêt sont très faibles actuellement depuis plusieurs années. Donc on a un niveau assez faible. Alors, je ne rentre pas dans le détail des formules, mais vous les avez là. L'aspect coût de production, là on est bien en euros la tonne. Donc qu'est-ce que c'est un coût de production? On soustrait tout simplement, on divise l'ensemble des charges. Alors, charges opérationnelles, les travaux par tiers, par exemple une ETA, une entreprise de travaux agricoles qui réalise des travaux comme la récolte, les charges de structure.
On peut aller jusqu'au coût de production complet où on inclut la rémunération de la main-d'œuvre familiale et des capitaux propres et puis les aspects taxes par fiscales auxquels on divise, que l'on divise par le rendement. Voilà. Ça, on peut aussi avoir, pour comparer à un prix de vente, il est judicieux de soustraire l'aide PAC, en particulier, enfin l'aide découplée, hein, puisque c'est la seule aide pour le tournesol. Il peut y avoir des aides couplées, comme sur les légumineuses à graines ou enfin, soja inclus et blé dur, et auxquelles on divise par le rendement. Le tournesol, au niveau, si on prend un petit peu de recul, au niveau mondial, c'est quand même le 4e oléagineux mondial. Alors, derrière, donc vous avez, en termes de production, là, en termes de culture annuelle, on est derrière le soja et le colza. Vous avez le soja qui domine largement la production de graines oléagineuses mondiales. Le colza derrière, loin derrière, production européenne dominante, Europe, Australie et Chine. Et puis le tournesol, juste derrière, qui talonne le colza. Le premier oléagineux mondial, c'est le palme, hein, en termes de production d'huile, une espèce pérenne, essentiellement en Asie du Sud-Est, Indonésie, Malaisie. Le tourteau de tournesol, c'est le 3e tourteau produit dans le monde, après celui de soja et de colza, sachant que le palme, il n'y a pas de partie protéine, c'est que de l'huile. Les surfaces, vous les avez, 27 millions d'hectares au niveau mondial, donc une culture majeure. Et vous avez la hiérarchie sur le petit graphique en bas à droite des principales productions. Où se situe cette production en tournesol? Alors, on a 2 poids lourds pour le tournesol qui sont au niveau mondial, l'Ukraine et la Russie, donc 2 grands pays en surface, qui concentrent plus de la moitié de la production mondiale de graines tournesol. Vous les avez sur les bâtons juste en dessous, donc une production mondiale, par exemple, sur la récolte 2019 à près de 55 millions de tonnes. Et vous avez en orange l'Ukraine, la Russie juste derrière. Voilà, ils sont très très proches, sachant que la Russie progresse fortement en termes de production, et ce n'est pas que le cas du tournesol, d'ailleurs c'est le cas aussi des céréales. Et puis, vous avez l'Union européenne, 3e producteur mondial, juste devant l'Argentine, et puis les autres producteurs se répartissent un peu dans différents pays. On peut citer notamment l'Afrique du Sud, l'Inde. Alors, à l'échelle européenne, vous avez là les principaux, donc ça ce sont des données de Terre Univia, l'interprofession. Donc, vous avez les principaux producteurs. Donc, sur les camemberts, vous avez la partie orange, orange foncé qui concerne le tournesol. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le premier pays producteur à l'échelle européenne, c'est la Roumanie. On a également bien placé les pays type Hongrie et Bulgarie. Donc là, on met de côté, bien sûr, l'Ukraine et la Russie. Et puis, l'Europe de l'Ouest, où on a la France et l'Espagne. L'Espagne, où c'est le premier oléagineux, le tournesol, dans ce pays-là. Donc, une place quand même majeure de l'Union européenne au niveau mondial, avec prédominance de l'Europe de l'Est et de l'Europe du Sud-Ouest. La graine de tournesol a une spécificité puisqu'elle a différents composés qui lui permettent d'être valorisés à la fois en alimentation humaine, c'est ce à quoi on pense tout d'abord, c'est le marché de l'huile, pour l'embouteillage, mais aussi en utilisation agroalimentaire. En non alimentaire, on l'utilise en biocarburant sous forme de biodiesel, mais aussi en oléochimie, en alternative aux composés pétroliers. Et aussi l'alimentation animale. On n'y pense pas toujours, mais l'alimentation animale, c'est au travers des tourteaux qui sont issus de la trituration des graines. La graine de tournesol contient tout de même 16% de protéines, ce qui est loin d'être négligeable. Si on raisonne en termes de valeur, qui est l'objet du jour, on voit que le tournesol, en gros, aujourd'hui, 80% de la valeur de la graine, c'est l'huile. Donc, ça reste quand même la composante majeure en termes économiques. Le tournesol représentant 20%. Vous avez d'autres espèces
ou par exemple le colza, où on est à 75-25, ou à notre extrémité, le pois, où la protéine représente 60%, sachant que le reste, ce n'est pas de l'huile, c'est de l'amidon. Donc, on est dans ce contexte-là où l'huile reste le débouché majeur en termes de valeur, mais on est dans un contexte mondial où il y a une forte croissance sur le marché de la protéine, tant en utilisation directe en alimentation humaine qu'en alimentation animale. Et dans ce contexte-là, le tournesol a aussi son épingle du jeu à tirer au niveau mondial. Alors, concernant le prix des graines, le tournesol, c'est un oléagineux. Et qui dit oléagineux, il y a l'huile, mais il y a aussi des protéines, vous l'avez vu. Donc, on est sous la double influence du marché des huiles et des protéines. Et ça, c'est une spécificité et aussi une complexité de ce complexe oléagineux au niveau des marchés. On est sur un marché quand même qui est fortement mondialisé avec des échanges importants, pas au niveau du soja, mais néanmoins réels. On a comme toute graine la loi de l'offre et de la demande. Alors, la loi de l'offre et de la demande, c'est bien connu, on va pas le développer là. Mais on a aussi, qui dit marché concentré sur peu de pays producteurs, quand même au niveau mondial, on a des effets de bascule assez importants. Alors, je fais un petit rappel sur l'effet King en économie. C'est quoi? C'est une petite différence, un delta de 2% de rapport entre l'offre et la demande peut entraîner de fortes variations de prix. Alors, ça a été étudié historiquement sur le cochon. Donc, 2% de variation de production, ça peut entraîner une variation de 50% du prix. Sur les grandes cultures, ça n'atteint pas ce niveau de 50%, mais on a quand même des variations qui peuvent atteindre 20 à 30%. Et les 15-20 dernières années l'ont montré sur plusieurs périodes ces fortes volatilités. L'influence majeure sur le tournesol du marché de l'huile de palme et l'huile, je dirais, c'est le marché directeur pour les huiles, donc une huile de grande quantité et plutôt de coût plus faible que les autres huiles. Et côté protéines, le standard, c'est le fameux tourteau de soja 48, dominé par la production à la fois sud et nord américaine. Les pays de la mer Noire ont un rôle majeur sur l'orientation de l'offre pour tournesol. Vous l'avez vu, leur poids dans la production. Donc, quand je parle pays de la mer Noire, c'est non seulement Ukraine, Russie, mais aussi tout ce qui est Roumanie et Bulgarie. Le tournesol linoléique et on appelle parfois classique historiquement et oléique. Donc, ce sont deux marchés spécifiques avec des débouchés propres. L'oléique, par exemple, est utilisé beaucoup dans les industries agroalimentaires pour tout ce qui est friture. Par exemple, a été fortement impacté au courant 2020 par la baisse de consommation en restauration hors domicile liée au confinement. D'où dans le cadre d'une offre mondiale importante, on a eu, je dirais, un effondrement de l'écart entre le linoléique et l'oléique au cours des derniers mois. Le tournesol linoléique, par exemple, est utilisé spécifiquement pour les productions de margarine, en mélange avec d'autres huiles, donc, alors que ce n'est pas le cas de l'oléique. Donc, deux marchés spécifiques au travers de ce graphique. Donc là, c'est l'ensemble des oléagineux. Vous avez les courbes à gauche, vous avez le soja en rouge, le tournesol linoléique en orange, le tournesol oléique en violet et le colza en vert foncé. Donc si on regarde de façon grossière ces courbes, on voit que globalement, le complexe oléagineux, depuis 2012, et c'était le cas aussi avant, suit les mêmes grandes tendances. Mais on a des différences entre espèces, bien sûr, conjoncturellement et des niveaux. Et ça, on peut avoir des croisements de courbes assez fréquents et aussi au sein d'une même espèce, notamment entre oléique et linoléique. Alors, quand on regarde, il faut regarder ces courbes de prix avec prudence. Par exemple, la flambée de l'oléique en fin de campagne 2018-2019, là, vous avez, je le montre avec la flèche, on a eu une flambée, sauf qu'on n'avait plus d'offres sur le marché. Donc, c'était en attente de la nouvelle récolte. Donc, ces courbes de prix ne sont pas suffisantes pour pouvoir lire de façon précise une évolution de marché. J'ai juste pris en bas le tableau de la dépêche quotidienne de ce jour et du 22 octobre. Vous voyez qu'en oléique, on a quand même un contexte qui est assez porteur actuellement, avec des prix, bien sûr, des cotations rendues Bordeaux ou Saint-Nazaire à 400 € tonne sur de l'oléique.
Donc là, on n'est pas sur des prix au départ de la ferme, bien entendu. Alors, petit historique de ces prix en tournesol au cours des, je dirais, des 8 dernières années. Là, vous avez les cotations de tournesol linoléique rendues au port Saint-Nazaire. On est assez proche à Bordeaux. Il peut y avoir des petites différences interrégionales, mais c'est assez proche. Donc, vous avez la médiane, par exemple, sur ces cotations-là, elle rend du port 343 en linoléique, une moyenne à 347 et un écart type, vous voyez, en eurotonne à 28 euros. Si on passe à l'oléique, la médiane sur les dernières années est à 374, donc plus élevé que le lino. Une moyenne, vous voyez, à 383. Donc, pour l'oléique, mieux vous regardez quand même ces valeurs. La médiane est plus représentative que la moyenne. Et un écart type plus élevé, donc une variabilité un peu plus forte, à 40 euros tonnes. Et le tableau en bas à droite, en fond beige, c'est l'écart de prix oléique moins linoléique, que l'on appelle communément la prime oléique. La médiane est à 25 euros, un minimum à moins 8 euros sur les cotations, un maximum, ça c'est la fameuse envolée de juin 2019 à 215 euros tonnes. Et vous voyez un écart type à 41 et un CV, vous voyez, très très élevé, donc une très très forte variabilité de cette prime. Alors, s'agissant des tourteaux, la partie qui représente en gros 20% de la valeur du prix de la graine de tournesol, vous avez là les 4 principaux tourteaux. Donc, le tourteau de référence soja 48. Alors, 48, pourquoi c'est 48% de protéines? C'est un tourteau très apprécié dans beaucoup de filières animales et qui est le standard du marché de l'alimentation, enfin des matières riches en protéines. Vous avez en vert le tourteau de colza qui s'est fortement développé depuis les années 2000, en utilisation notamment sur le marché européen et français, et a contribué à augmenter l'autonomie protéine de la France et dans une moindre mesure de l'Europe. Et tournesol, vous avez le tournesol 35% et tournesol 28-30%. Alors ça, c'est quoi? Le tournesol standard, le tourteau tournesol pardon, standard, c'est le tourteau 28 à 30% qu'on appelle low pro pour basse teneur en protéines, ou pailleux, le tourteau pailleux parce que riche en coque en fait et donc en cellulose. Et puis un nouveau, disons récent au niveau marché français, mais qui s'est développé depuis une quinzaine d'années à l'échelle mondiale, c'est les tourteaux décortiqués totalement ou partiellement, hein, en l'occurrence, avec, on appelle aussi high pro pour haute teneur en protéines, qui sont aux environs de 35-37% de protéines. Et vous voyez qu'avec ce plus de protéines, on a un prix du tourteau de tournesol high pro qui est très proche du prix du tourteau du colza, qui est devenu aussi une référence en alimentation animale. Alors, quand on parle de rentabilité, il y a des notions dont on parle aussi de plus en plus, c'est les notions de robustesse, de stabilité et de résilience. Et parfois, on est un petit peu perdu sur qu'est-ce que ça veut dire l'un, qu'est-ce que ça veut dire l'autre. Alors, la robustesse au niveau économique, c'est une notion aussi qui est utilisée en économie, bien évidemment, mais en aspect en politique, etc., c'est de rester debout, c'est-à-dire tout simplement, c'est la stabilité de la marge à la rotation ou de l'excédent brut d'exploitation à l'échelle d'une ferme, selon différents contextes de rendement, de prix, que ce soit prix d'achat des intrants ou prix de vente des graines. Ça, c'est la notion de robustesse. Très associée à là, c'est la notion de stabilité, c'est-à-dire, certes, parce qu'on peut être robuste, mais enfin, on reste debout, mais c'est de rester fort quand même. Cette notion de dégager aussi du revenu pour pouvoir investir sur l'outil de production. Donc, c'est cette notion de stabilité. La notion de résilience, c'est, qui est utilisée aussi beaucoup en psychologie, c'est l'aspect capacité à se relever après un choc ou une crise. Donc, par exemple, c'est se relever économiquement après la mauvaise campagne en céréales à paille 2016 ou globalement après la campagne 2020. Donc, la résilience, bien évidemment, ça dépend aussi du résultat obtenu, enfin, du système propre de la ferme, du système de production, mais aussi des résultats obtenus les années antérieures.
Voilà. Alors, si on regarde le tournesol en termes de stabilité et de robustesse, là, vous avez des données, alors des données issues que j'analyse dans le cadre de données achetées auprès du CR France par Univia Terrinovia. Évolution des marges brutes et marges nettes. Donc, vous vous souvenez les définitions. Donc, bien sûr, la marge brute, elle est plus élevée que la marge nette. La marge brute est en pointillé orange, la marge nette en trait orange continu. Donc, quand on regarde la marge brute moyenne en France, elle oscille au travers de ces données, de l'échantillon de département, qui quand même pèse environ 45% de la sole française, entre 341 et 417 euros hectare. Et si on regarde ces dernières années, quand même, alors il y a le pic de marge, le dernier en date, c'est 2010-2012, ça commence à dater. Depuis, on a des marges qui oscillent, alors depuis 2014, donc voilà, entre 340 et 400, 400, 450. Plutôt une faible variabilité interannuelle, ça c'est quand même à noter, hein. On est sur une espèce, alors je n'ai pas le temps là, de comparer à d'autres espèces, hein, y compris oléoprotéagineux, mais on a une faible variabilité interannuelle. Alors par contre, ce qui interroge, c'est cet aspect marge nette. Si on soustrait les charges de structure, on a des marges nettes négatives. Donc ça, c'est vrai que ça interroge aussi, au-delà de l'espèce tournesol, sur la compétitivité de l'agriculture française quand on a ces résultats de marge nette. C'est une culture robuste et compétitive. Ça, c'est des résultats que j'avais précédemment présentés dans d'autres contextes. Si on compare, et ce sera approfondi d'ailleurs dans un module qui sera présenté plus tard, on a le tournesol qui est particulièrement robuste. C'est ce qui était ressorti dans des essais réalisés entre 2014 et 2016 dans le sud-ouest, en partenariat avec Arvalis, où on avait comparé 4 cultures d'été cultivées en sec, en pluvial, maïs grain, soja, sorgho et tournesol. Et il se trouve que ces 3 années avaient été très contrastées au niveau climatique, avec des étés plutôt arrosés, favorables aux cultures d'été en sec, et des étés plutôt secs, comme ça a été le cas en 2019 et 2020, dans beaucoup de secteurs. On voit que sur les aspects stabilité, on a une culture qui amortit particulièrement bien, si on la compare à d'autres, aux 3 autres, les effets météo et les effets marché, avec un écart, vous voyez, entre les bâtons, à la fois le côté gauche et droit du graphique, hein, sur l'aspect météo, et le bâton orange et le bâton vert sur l'aspect prix, un aspect robustesse qui est particulièrement à mettre en avant pour cette espèce du tournesol, et qui est ressorti cette année et l'an dernier de façon assez nette dans des contextes d'année sèche. Je ne rentre pas dans le détail là, c'était juste pour vous dire que cet aspect robustesse, on peut le retrouver aussi en faisant des tableaux de isomarge où on regarde des rendements équivalents en prenant des hypothèses de prix de vente, de charges opérationnelles de différentes espèces dans un contexte agronomique donné, d'un bassin de production donné. Donc là, vous avez sur la première colonne, par exemple, le tournesol pluvial. J'ai mis des résultats obtenus sur la dernière campagne. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de rendements entre 17 et 23, mais on a eu dans des sols profonds des situations où on pouvait atteindre les 30 quintaux dans le contexte très délicat de 2019. Toutes les autres espèces, on peut citer le soja dans les sols plus superficiels, ou le maïs grain ou le sorgho, on a pas mal de résultats aussi qui sont en dessous des 50 quintaux. Et quand on regarde les isomarges, on voit que le tournesol, à l'échelle annuelle, sur ce critère-là, confirme et je dirais conforte sa robustesse sur ce critère marge annuelle. Autre aspect au niveau des charges, quand on regarde l'évolution des charges opérationnelles au cours des 15 dernières années, là, vous avez l'évolution des charges. Donc, la courbe orange foncé, c'est le tournesol, jaune, le colza, vert foncé, le blé tendre et vert clair, le pois. On voit que c'est une culture dont le niveau de charge
a moins progressé et est relativement stable ces dernières années par rapport à d'autres espèces, ces trois autres espèces. Donc c'est un aspect, un atout. On le retrouve là en évolution en indice, où on prend l'indice 100 2010 et on voit que la courbe orange du tournesol évolue relativement de façon beaucoup moins forte. C'est notamment lié à ses faibles besoins en azote par rapport relativement au colza et au blé tendre. Et on a eu, vous savez, un pic de prix du pétrole là, dans les années 2012, 2013, 2014, qui a renchéri les engrais azotés qui sont très dépendants du prix du gaz et du pétrole. Autre aspect aussi qui prend de plus en plus d'importance sur la compétitivité, l'intérêt d'une culture comme le tournesol, c'est l'aspect qualité du désherbage, et notamment on a regardé l'impact que pouvait avoir au-delà du tournesol, en fait, des rotations avec des cultures de printemps et d'été. Donc ça peut être du soja, ça peut être du maïs, ça peut être du sorgho, ça peut être aussi du tournesol, sur la qualité de désherbage du colza. Et on voit très nettement, je ne rentre pas dans le détail, mais au travers de ce qu'on appelle une analyse factorielle multiple, des enquêtes praticulturelles réalisées par Terre Innovia au cours des dernières années, enfin entre 2010, 2012, 2014, 2018, que très nettement, la présence de cultures de printemps et d'été dans la rotation est relié, alors ce n'est pas un essai, mais c'est un lien statistique, est relié à une qualité de désherbage du colza meilleure, avec notamment moins de graminées hivernales, donc il a la problématique type vulpin régras, problématique extrêmement importante, et un coût du désherbage du colza plus faible. Donc on gagne en compétitivité sur les autres cultures de l'assolement. On pourrait parler aussi, on le travaille sur le blé tendre. Alors, la marge, bien sûr, étant donné ces aspects-là, là, c'est une simulation dans les zones intermédiaires où on compare une rotation qui existe aujourd'hui, type colza de blé orge d'hiver, sur les zones intermédiaires caractérisées par des faibles potentiels agronomiques et puis des résultats économiques très chahutés et très difficiles ces 5 dernières années, je dirais, au moins ces 5 dernières années. Et pour vous dire, le blé de blé, quand même, les blés de céréales, dans la dernière enquête SSP, en moyenne au niveau national, on a quand même 20% de blé qui suivent une autre céréale à paille. Donc c'est une réalité du terrain qui est vraiment importante encore aujourd'hui. Et quand on regarde l'effet, donc il peut entraîner à terme une dégradation de la performance à l'échelle de la rotation par une augmentation du poste désherbage, donc par une augmentation aussi du poste fertile, protection TS, traitement de semences du blé tendre contre piétin, etc. Ce qu'on voit, c'est que introduire un tournesol, peut-être en termes de marge annuelle, on va être sur ces milieux-là en dessous, et encore, ça dépend du secteur et du potentiel de sol. Mais si on raisonne en se disant, j'anticipe la dégradation de performance et j'introduis un tournesol pour rendre mon système plus robuste, eh bien, ça change quand même l'angle de vue du problème et on peut considérer, on a une marge du tournesol, de la rotation colza, blé, tournesol, blé, orge par rapport à la rotation colza, blé, blé, orge qui est très proche, mais on a quelque chose de plus robuste et puis qui peut contribuer à stabiliser la performance sur le moyen terme. Alors, vous connaissez sans doute un projet interinstitut qui s'appelle CIPRE, donc interinstitut entre Terre Innovia, l'ITB et Arvadis. Et il y a une plateforme située dans l'Indre, dans le Berry, sur lequel, par rapport à la rotation témoin qui est colza blé orge, il a été travaillé l'introduction de cultures d'été type tournesol et maïs. Et là, vous avez la marge d'un blé tendre qui suit un colza d'hiver et une orge d'hiver dans le système témoin, donc c'est la colonne de gauche. Et puis la colonne de droite, vous avez un blé tendre en 2019, là c'est résultat 2019, un système innovant
donc qui suit 2 tournesols. Pardon, un tournesol et un maïs, excusez-moi. Vous avez la qualité de désherbage, donc vous avez l'amélioration très très nette de la qualité de désherbage sur le blé tendre suivant l'éduculture d'été avec un effet de rupture, un rendement assez proche et une marge nette nettement améliorée liée à une meilleure maîtrise notamment du post-désherbage et aussi, enfin oui, essentiellement l'aspect désherbage qui est prédominant sur cet aspect-là. Aussi, on a du tournesol quand on raisonne au niveau économique. Le tournesol, on ne pense pas de prime abord à l'irrigation. Or, en fait, le tournesol irrigué est une culture d'intérêt, notamment dans des systèmes à disponibilité en eau limitée, système ou contexte hydrique. Hein. C'est-à-dire quand je dis disponibilité limitée moins de 120 mm, et notamment, tout particulièrement dans les sols superficiels, c'est ce qui illustre ce graphe, où vous avez, dans ce milieu-là, ce n'est pas le cas dans les sols profonds, et on a une équivalence dans les sols superficiels, je passerai rapidement sur cette diapo, mais sur les sols superficiels, vous voyez que le tournesol, d'une part sur ces sols superficiels, il fait preuve d'un bon niveau de marge en sec, et le supplément de marge avec des volumes restreints de 100 mm au total est quand même relativement très bien valorisé sur ces petites terres, et vous avez une marge qui est très très bien positionnée relativement à d'autres espèces sur ces milieux. Sur les sols intermédiaires, la tendance est plus resserrée entre les espèces, mais on a une culture de tournesol qui peut avoir aussi un intérêt. Pour terminer cette présentation, on peut raisonner aussi les aspects économiques du tournesol à l'échelle des interventions, à l'échelle de la culture. Et là, c'est tout l'objet des autres formations qui seront développées aussi autour du tournesol. Et on a beaucoup de leviers disponibles pour cette espèce. Bien sûr, l'aspect préparation qui est fondamental, hein, le choix variétal. Et vous avez des enjeux en termes de marge, hein, ça c'est indicatif et ce n'est pas cumulatif, bien sûr, ce n'est pas additif les valeurs, mais vous avez quand même le fait de bien préparer le sol, semer à la bonne densité, dans de bonnes conditions, pas trop vite, désherber, être très attentif à la qualité de désherbage, c'est fondamental. La fertilisation, notamment les aspects bords, l'irrigation, de réaliser un tour de parcelle avec un nouvel outil qu'on développe qui s'appelle tour de plaine. Hein, vous en avez sans doute entendu parler. On va le développer dès à présent et au cours des prochaines années. Et puis la récolte, tout ça, c'est des points qui seront développés dans d'autres modules, mais c'est des éléments fondamentaux de la performance économique du tournesol. Et puis le tournesol, c'est une tête de rotation. Là, j'ai juste repris un exemple de message diffusé par nos collègues donc en zone nord et est le 2 octobre dernier, dans un contexte très sec de l'été 2020 pénalisé par les semis de colza. Et bien, le tournesol est une tête de rotation parmi les oléoprotagineux, avec ses atouts et ses limites aussi, hein, mais qui a vraiment un intérêt. Donc, si on résume 2 diapos pour avant les questions, le tournesol, il a un intérêt économique dans des contextes variés. Donc, on peut citer 5 contextes, et le tournesol pour diversifier les rotations dans les zones intermédiaires, le tournesol dans des rotations diversifiées dans le sud-ouest et Poitou-Charentes, dans des bassins dits historiques et traditionnels, où on a des marges de progrès aussi en termes de pratique, le tournesol irrigué dans les sols superficiels et intermédiaires, c'est ce qu'on vient de voir. On ne l'a pas abordé aujourd'hui, mais se développe une offre génétique aussi en très précoce, qui peut permettre, bien sûr, de développer la culture dans des régions septentrionales, hein, pourquoi pas, au-delà des bassins traditionnels, c'est à voir, on a des essais en ce sens, assez variétaux, et puis dans double culture ou dérobé uniquement, là, dans la partie sud de la France, et puis aussi, je ne l'ai pas développé, mais en agriculture biologique, le tournesol plante en ligne, se binant facilement, avec des capacités à bien valoriser l'azote du sol et bien adapté à l'agriculture biologique et le deuxième oléoprotéagineux après le soja en France. En guise de conclusion, donc, ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui, c'est l'intérêt pour l'agriculteur
d'aller jusqu'au calcul de la marge. Hein. C'est vrai que c'est un aspect important. Or, quand il y en a, ça se développe bien évidemment, mais encore, combien d'agriculteurs raisonnent encore soit en rendement ou seulement en produit brut, sans intégrer les aspects charges. Calcul des marges annuelles, mais aussi, et là on doit les aider en ce sens, nous instituts, à intégrer la notion de rotation qui est fondamentale. Les bénéfices d'une culture comme le tournesol s'évaluent à l'année et à la rotation avec une vision long terme, c'est-à-dire 5 ans. Le tournesol est un oléagine majeur au niveau mondial et c'est un allié précieux pour la multiperformance des rotations et des fermes. Et bien sûr, c'est une culture opportune dans des contextes variés. Et à ce titre, je vous invite à participer au module autour qui va approfondir ces aspects rentabilité et robustesse du tournesol. Donc, dans le cadre des jeudis de TI, le jeudi 5 novembre prochain, avec mon collègue Alexis Vergniaud, qui est ingénieur développement en Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, j'en ai terminé. Merci Vincent. Voilà, j'ai peu de questions, mais toutefois, 2 questions autour des marchés qui se ramènent au début un peu de ton exposé. Y a-t-il un marché important vers des utilisations cosmétiques, d'une part? Et puis, certains pays sont-ils plus spécialisés sur les productions linoléiques ou oléiques? Alors, la question sur les cosmétiques et puis… la question sur les cosmétiques, pour l'instant, ce que je sais, c'est que c'est un marché de niche. Je n'ai pas une vision précise de ce marché, mais ce que je vous propose, j'imagine qu'il doit y avoir la possibilité, j'apporterai une précision, un élément de réponse plus complet dans la foulée, dans les jours à venir. Et au niveau de la deuxième question, oui, il y a des différences d'importance de l'oléique. Alors c'est vrai que la France est un leader en termes de production oléique au niveau mondial, hein, avec un marché très orienté. Par exemple, les marchés type Europe de l'Est ou Ukraine-Russie sont historiquement moins orientés. C'est vrai qu'on a des atouts au niveau, certains atouts en termes logistiques, etc., au niveau France, mais les concurrents sont aussi présents. Ce que j'observe quand même, c'est que ces marchés Europe de l'Est sont très opportunistes. Donc, on peut avoir des basculements assez importants d'une année à l'autre. Il y a aussi, disons, pour qu'ils fassent concurrence aussi à la production ouest européenne, il y a aussi un acteur majeur en termes de consommation qui est le marché asiatique. Et c'est vrai que, je pense notamment à la Chine, ces acteurs type Ukraine-Russie sont aussi bien positionnés pour ces marchés à l'export vers ces marchés, notamment sur l'oléique. Alors, merci. Alors, une question un petit peu complémentaire sur les marges que tu as traité, tout ce qui est marge brute. D'où provient la différence entre les marges brutes qu'on a observées en 2010-2012 et celles des 3 dernières années? Oui. Voilà, alors, je reviens sur le graphique, et comme ça, pour que tout le monde suive. Hop. Oui, alors en fait, 2010, 2011, 2012, qu'est-ce qu'on avait eu? On avait eu un pic de prix, en fait. Vous avez deux pics, en fait. On a eu une première flambée. Si on revenait historiquement, hein, début des années 2000, on avait un marché des matières premières agricoles, ce qu'on appelle des commodités, qui était très bas. Lié à tout simplement une offre mondiale importante, relativement importante par rapport à la demande. À partir des années 2000, on a un phénomène qui est important, c'est la transition alimentaire, le développement économique, notamment de la Chine. Qui dit développement économique dit on mange plus de viande et on mange aussi, dans une première phase, on consomme plus d'huile. Donc, dans un contexte aussi où il y a eu des accidents climatiques au niveau mondial,
On a eu un premier pic de prix en 2007 et on le retrouve au niveau de la marge. Et c'est vrai que l'effet prix est majeur. Et 2010-2012, on a eu un effondrement des prix après en 2009 et puis à nouveau une réaugmentation. Donc ces 3 années, c'est l'effet prix qui ressort. Mais il n'y a pas que ça. 2011 avait été une très très bonne année aussi en termes de rendement de tournesol dans les principaux bassins. Et on peut, sur l'aspect rendement et productivité, on voit le pic de 2017, alors qui est moins haut, mais qui est quand même dans un contexte prix plus, je dirais, plus bas hein, que le pic 2010-2012. Et bien, ce pic-là, c'est lié tout à fait à la performance agronomique de la culture, puisque 2017, c'est le record en termes de rendement tournesol historique. Hein, donc, quand parfois on entend les agriculteurs dire ouais, avant c'était mieux, le rendement du tournesol, alors peut-être à leur échelle, mais le record historique de rendement de tournesol, il n'est pas vieux, il date de 3 ans. Donc quand le climat est là, eh bien, la culture a du potentiel. Alors, merci Vincent. Donc ensuite, on va passer aux plus aspects, un peu ce que tu as développé sur la fin de l'exposé. Donc, quelqu'un nous dit, on a vu beaucoup de points positifs affichés pour le tournesol, mais d'après vous, quels sont les points bloquants aujourd'hui de cette culture? Sinon, elle serait plus Oui, largement répandue. oui. Alors, bon, alors les points bloquants, c'est une question très, très large. Je pense que déjà, il faut distinguer, voilà, les bassins, entre guillemets, historiques, c'est quand j'appelle historique traditionnel, c'est 20 dernières années, c'est le sud-ouest et Poitou-Charentes, et les nouveaux bassins, enfin, nouveaux ou anciens, type centre, type Lorraine, type Bourgogne-Franche-Comté. Il y a le premier élément, c'est si on raisonne uniquement en termes de rentabilité annuelle, quand on compare à des systèmes performants type colza et orge, tant que ça se passe bien et qu'on arrive à maîtriser les charges, c'est clair que le tournesol dans ces milieux-là a quand même du mal à l'échelle annuelle. Mais le fait nouveau, c'est que, donc ça, et on a encore, c'est comme un paquebot, vous savez, avant qu'il change de direction, il faut, voilà, donc, il y a cet aspect-là, c'est un frein, et ça change un peu avec le changement climatique, mais aussi la dégradation de performance de ces rotations trop courtes, type colza-orge. Il y a aussi un aspect, j'ai le sentiment, après il faudrait faire une étude, enfin on a quand même des éléments, hein, mais sur l'aspect réputation de l'espèce et investissement technique, c'est clair qu'on est une espèce qui souffre au niveau agricole, mais aussi je pense au niveau général et conseil, distribution, d'un déficit d'image et d'investissement qui fait que voilà, c'est un peu l'espèce que l'on conduit de façon moins fine, que l'on ne va pas voir en culture nécessairement, même si ça change et que quand j'interroge les collègues sur le terrain, ils me disent il y a un investissement technique, les nouveaux producteurs, ils mettent le paquet. Donc, rien n'est définitif, quel que soit le sens. Donc ça, c'est un élément je pense, majeur au niveau du contexte et au niveau de l'explication un petit peu de la perception. Après, un dernier élément, c'est un aspect changement climatique aussi qu'on perçoit de façon dure sur toutes les espèces, culture d'hiver ou culture d'été. Le fait qu'on est sur une espèce dominante culture d'été en sec, je dirais, c'est au travers de l'ITK et de la variété qu'on va réussir à compenser. Et on voit quand même très nettement en termes de la contrainte hydrique estivale, elle est quand même très très marquée. Donc c'est un aspect aussi qui peut jouer, mais qui est aussi un atout, à la fois une contrainte et aussi un atout de l'espèce. Alors, il y a beaucoup de questions qui arrivent. Là, je vois le temps qui défile. Alors, il y a une question un petit peu, voilà, au niveau de la rémunération. Et puis après, il y a des questions au niveau système de culture. Il y en a plusieurs là. Donc, au niveau de la rémunération, il y a quelqu'un qui demande en matière de protéines, quelle est la politique de rémunération? Est-ce qu'il y en a une qui est prévue par rapport à la teneur en là, protéines? voilà, donc il y a des réflexions en cours au niveau de l'interprofession sur, à terme, sur une prise en compte de la rémunération
de la protéine. Encore, ce n'est pas d'actualité, mais ça pourrait évoluer, sachant qu'aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas, la rémunération par rapport, la norme commerciale du tournesol, c'est 44% d'huile aux normes. Et par rapport à ça, il y a une bonification, un bonus ou un malus de 1,5% par point d'huile supplémentaire ou inversement, quoi. Donc la base, c'est la teneur en huile. Mais en tout cas, ce n'est pas du court terme. Il y a des réflexions qui avancent sur le colza, je sais, mais ça pourrait évoluer. Ok. Alors ensuite, alors côté système de culture, alors il y a quelqu'un qui se demande si, vu les faibles marges du tournesol et la demande en protéines, le tournesol va pas être remplacé ou dominé en tout cas par les protéagineux et légumineuses en tête de rotation. Une autre question sur un peu le même thème. L'association de tournesol avec les légumineuses, notamment, peut-elle avoir un rôle dans les résultats économiques de la culture ou de la rotation? Et Alors, une question beaucoup plus ouais, large, quelle est la place du tournesol dans les systèmes actuels et les systèmes émergents? Voilà. d'accord. OK. Alors, je vais essayer. Donc, il y a 3 questions. Il y a 3 questions. La La première, c'est première, oui, tu peux me la répéter, excuse-moi. l'association de tournesol avec les légumineuses Oui, alors, peut-elle. association, voilà. Alors, association, il me semble qu'il y en avait une avant, Et mais puis l'autre, c'est est-ce que en tête de oui, rotation, la tête de finalement, rotation le des tournesol légumineuses. va Oui. pas être remplacé Oui. par les protéagineux ou les légumineuses? Alors, sur la première, voilà, je démarre par tête de rotation. Quand on regarde, on a fait des études économiques, par exemple, sur le Sud-Aquitaine, donc des secteurs type Landes, Pyrénées-Atlantiques. On voit, et quand on a 2 têtes de rotation majeures alternatives, je dirais, au maïs, on est sur des bassins maïsicoles. Voilà, il ne s'agit pas de remplacer le maïs, il s'agit de voir des complémentarités et dans le cas de la diversification des rotations. Et dans ces contextes-là, on voit qu'on a une réelle complémentarité entre du soja et du tournesol, par exemple. Le soja, dans ces secteurs-là, en pluvial, il peut être conduit en pluvial et adapté dans les sols profonds, en sec, mais dès qu'on est sur les sols intermédiaires et superficiels, et l'année 2020, elle est là pour l'illustrer, il décroche et le tournesol va trouver sa place. Donc, il y a des réelles complémentarités. On pourrait avoir l'exemple aussi dans d'autres bassins, comme par exemple Bourgogne-Franche-Comté. On a une forte croissance du soja ces dernières années, y compris du soja en sec. On voit les limites, contexte 2020, les limites du soja sur des sols un peu trop superficiels. Et on a des complémentarités aussi à l'échelle de la rotation. Et les légumineuses, elles ont bien sûr tout à fait leur place. Mais c'est en diversifiant aussi où on répartit le risque. Exemple, cette année, 2019 et 2020, 2020, très mauvaise année en poids, 2019, plutôt année correcte en poids. Donc c'est vrai que si on met, enfin c'est tout bête, hein, mais ne pas mettre ses œufs dans les mêmes paniers, ça reste une vérité majeure au niveau agronomique. Et donc dans cette palette d'espèces, hein, moi, je raisonnerais plutôt en palette d'espèces. Le tournesol, il a tout à fait sa place. Après, sur l'association tournesol-légumineuse, en fait, il y a eu des travaux. On a quand même une différence majeure par rapport au colza associé légumineuses gélives, c'est que le tournesol est une culture d'été et le plus souvent en sec, en pluvial. Donc, le facteur limitant numéro 1, quoi qu'on en dise, c'est la contrainte hydrique. Or, qui dit association dit quand même l'espèce associée va pomper de l'eau, hein, tout simplement, qui va être au détriment du tournesol. Donc, c'est moins favorable quand même globalement. Par contre, ce qui ressort pas mal, c'est les aspects gestion de tournesol après un couvert végétal, où là, on a beaucoup à gagner en termes de fertilité, de réduction du risque érosif. Voilà, notamment, hein, et c'est pas que, de bilan carbone, stockage de carbone.
Mais c'est vrai qu'on est quand même une spécificité. Voilà, tout simplement pour vous dire, dans des secteurs historiques, on pratique depuis de longues dates le tournesol associé à, par exemple, à de la luzerne, luzerne porte-graine, pour gagner un petit peu de temps. Et la luzerne se met en place, on a une mise en place relativement lente de la luzerne dans des contextes type sud-ouest. Et c'est montré de longue date qu'un tournesol associé luzerne, on perd régulièrement 4-5 quintaux par rapport à un tournesol seul, tout simplement lié au bilan hydrique. Et la troisième question. Alors Vincent, alors, là, je suis un peu ennuyée parce qu'il est 14 heures. Ouais. On va dépasser. Alors, ce que je propose, c'est que je te fasse passer les questions. Ouais. Peut-être tu pourras voir. Peut-être répondre quand même à la troisième question, mais rapidement, là, je vais. Voilà, il y avait une troisième que tu m'avais citée là. La troisième, on a parlé. Quelle est la place du tournesol dans les systèmes de culture actuels et les systèmes émergents? Alors Après, il y a aussi une question sur les pigeons. Cette question, elle est assez large. Je vous invite il y a un dossier perspective agricole qui va sortir là en novembre où on aborde cet aspect-là. Donc, je vous invite à le consulter. Voilà. Et puis, moi, j'ajouterais aussi, avant de conclure, que Terrinovia organise du 17 novembre au 11 décembre des rencontres techniques Terrinovia sous forme de webinaires qui viennent en remplacement des traditionnelles rencontres techniques régionales qui étaient organisées à cette époque-là. Si vous êtes inscrit à la newsletter, vous avez dû recevoir ce matin l'information et le programme que vous pouvez retrouver en ligne sur une page, sur la page d'actualité du site Terrinovia. Et nombre des sujets qui sont évoqués dans les dernières questions seront traités. Voilà, donc pour conclure, je vous remercie à tous d'avoir été présents. Et donc, vous recevrez par mail très prochainement un lien pour télécharger la présentation qui vous a été faite par Vincent Lecomte et visualiser le replay. Et vous aurez aussi un lien pour répondre à un petit questionnaire de satisfaction qui vous permettra d'avoir votre ressenti sur cette intervention. Voilà. Je vous remercie à tous et vous donne rendez-vous à un prochain jeudi de TI ou à nos prochaines rencontres techniques de Terrinovia qui commencent dans quelques semaines. Voilà, merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.